Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première conférence Mythe ou réalité de la journée. Vous allez voir, hein, on va parler des astronautes et aussi de la difficulté de vivre dans l'espace. Bah oui, c'est pas si simple de vivre dans l'espace. J'espère qu'on n'aura pas trop de bruit et que vous m'entendez correctement. Pour m'accompagner aujourd'hui, on devait avoir Claudie Aigneret. Malheureusement, pour l'instant, elle est retenue par des obligations. Je ne sais pas si Claudie va nous rejoindre pendant la séance. Mais parmi nous, enfin, la personne qui devait l'accompagner, c'est une personne du CNES qui s'appelle Rémi Canton et qui est parmi nous. Rémi est chef de projet vol habité chez nous au CNES, l'agence spatiale française. Rémi, tu veux nous rejoindre? Vous pouvez l'applaudir bien fort. Ça va Rémi? Le micro Ça marche? va, je vais faire le job pour deux. Alors le principe de cette conférence Mythe ou réalité, il est très simple. On va tester vos connaissances. Voilà Claudie. Ah voilà, bah, Claudie arrive. La bonne surprise. Allez Claudie. Comment ça va? Tu peux t'installer. C'est la bonne surprise du jour. Bah tiens, tu peux t'installer là peut-être Claudie? Comment ça va Claudie? Chaudement, ça va. Je suis très heureuse d'être avec vous. Oui, ok. Le petit sac. Alors le principe de cette conférence Mythe ou réalité, il est très simple, je le disais à l'instant. On va tester vos connaissances sur ce qu'on appelle le vol habité, c'est-à-dire tout ce qui concerne la vie des astronautes en orbite. Vous allez voir s'afficher sur l'écran une affirmation et vous nous direz simplement grâce au petit carton que vous avez dû trouver sur vos sièges normalement si vous pensez que cette affirmation est vraie ou fausse. Est-ce que vous avez tous vos petits cartons? Voilà, c'est bon, tout le monde est équipé. Et Claudie et Rémi nous donneront quelques explications. Ensuite, Si on connaît les réponses. voilà. Mais normalement, oui. Allez, c'est parti, on commence. Alors, première affirmation. Dans l'espace, les astronautes flottent car la gravité diminue. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? Plutôt vrai. Plutôt vrai, on a beaucoup de verres. Hein. Allez, réponse 3, 2, 1. Eh bien, c'est faux. Vous vous êtes trompé. Quelques mots d'explication, Rémi? Oui, alors c'est vrai qu'en plus on fait souvent un abus de langage en parlant de microgravité, parce qu'on traduit de l'anglais microgravity. Mais c'est pas vraiment que la gravité elle diminue. Alors techniquement oui, plus on s'éloigne de la Terre, plus ça diminue, hein, mais très peu et très lentement. Pour avoir une idée, à 400 km d'altitude, c'est l'altitude de l'ISS, la gravité terrestre elle se ressent à peu près de l'ordre de 90%. Donc elle est plus proche de 1 que de 0 quand même. Et pour donner un autre exemple, la Lune, si elle nous tourne autour, c'est justement parce que la Terre lui exerce une force de gravité qu'elle ressent. Donc elle est quand même à 400 000 km. Si elle n'était pas là, cette force de gravité, la Lune, elle filerait tout droit. Donc pourquoi les astronautes flottent? Donc c'est pas parce qu'il n'y a plus de gravité, mais parce qu'on les a mis sur une trajectoire, justement un peu comme la Lune, et comme tous les satellites, les stations, etc. On leur a donné suffisamment de vitesse pour tomber en permanence autour de la Terre. Si la Terre était plate, entre guillemets, et infinie, au bout d'un moment, ça retomberait inévitablement sur la Terre. Là, il y a suffisamment de vitesse pour que ça tourne autour. Donc, ce n'est pas la faiblesse de la gravité, c'est qu'on ne ressent plus les effets, on est en chute libre. Donc, on n'a plus la pesanteur, le poids, il n'y en a plus d'autres effets, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui font que c'est intéressant pour la science aussi. Oui, je rajoute simplement qu'on est donc à 28 000 km/h, la vitesse de satellisation, donc à une orbite de 400 km, et qu'on tombe de façon permanente autour de la Terre, et qu'on ne ressent plus les effets de la gravité. Allez, on enchaîne. Affirmation suivante. Les astronautes prennent des douches dans l'espace. Les astronautes prennent des douches dans l'espace. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? Plutôt rouge. C'est plutôt rouge, plus rouge que vert. La réponse 3, 2, 1. Et c'est faux, vous avez raison, bien joué. Oui, alors je crois qu'à un moment donné, il y a très longtemps, dans la station Mir, dans les années entre 85 et 90, ils avaient essayé d'installer une douche dans la station Mir, mais c'était quand même hyper compliqué. Vous l'imaginez, de faire descendre les gouttes d'eau du haut vers le bas pour prendre une douche habituelle.
Donc, on a arrêté d'essayer de gaspiller de l'énergie pour reproduire une douche et un flux d'eau. À un moment donné, ils se sont servis de cette cabine de douche pour en faire, à la russe, un peu un sauna. Hein, on augmentait la température, mais ce n'était pas une douche. Donc, comment on se lave? On a effectivement des serviettes qu'on va humidifier avec de l'eau et on va se nettoyer. Et il faut le faire. Hein. Quand on fait 2 heures d'exercice physique par jour pour se maintenir en bonne gravité, vous comprenez qu'on transpire un petit peu et qu'on a besoin de se mettre au propre. Ce que je pourrais dire comme sensation que j'avais trouvée formidable, j'avais l'impression d'être à l'intérieur d'une bulle d'eau par rapport à la douche où l'eau vous coule sur le corps. Là, vous étiez un petit peu à l'intérieur de la bulle d'eau. Mais donc, on est très propre. On voit des images et on voit par exemple aussi qu'on se lave les cheveux, en général avec un shampoing sec. Bon, qu'on nettoie bien tout ça et ça marche bien. Je ne sais pas si on commente les images d'après, ça va être Thomas qui est en train de se raser. Se raser, ouais. Alors il a une sorte de gel, en fait. Et puis pour se raser, il faut mettre aussi l'aspirateur pas loin, hein, parce que sinon, il y a les petits poils qui peuvent se mettre à flotter partout et devenir des corps étrangers, potentiellement dommageables, si ça rentre dans les yeux, dans les oreilles, ou si ça va se coller à des endroits de la technique qu'on voudrait protéger. Bien, merci pour ces explications, Claudie. Allez, on enchaîne. Les astronautes vieillissent plus vite dans l'espace. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est faux? C'est assez partagé là. Hein. Peut-être un peu plus de vrai. Non, c'est assez partagé, vrai et faux. Allez, la réponse tout de suite. Et c'est vrai. Les astronautes vieilliraient plus vite dans l'espace, chère Claudie. Oui, mais ça ne se mesure pas en jours, ça ne se mesure pas en mois, ça ne se mesure pas en années, hein, ça se mesure des petits pouillèmes, parce qu'on n'est quand même pas encore à la vitesse de la lumière, hein, on a dit 28 000 km/h. Je ne sais pas si Rémi peut donner la précision du millionième. Non, alors je pense qu'il y a 2 effets de vieillissement. Il y a effectivement la théorie de la relativité. Sur la théorie de la relativité, assez négligeable. Premier point. Par contre, il y a effectivement un petit vieillissement accéléré mais réversible. Absolument. Parce qu'effectivement, ça Claudie pourra le dire mieux que moi, puisqu'elle l'a vécu, mais le corps humain, en cette situation d'impesanteur, justement, il se trouve assez perturbé, le système cardiovasculaire, vestibulaire, beaucoup de choses, et qui fait que ça représente un effet de vieillissement accéléré, ce qui est intéressant pour la science. Bien. Et tu pourras peut-être parler des jumeaux Kelly juste après. Mais quand on revient sur Terre, en retrouvant justement le poids et tous les effets de la gravité, le corps retrouve son équilibre. Et donc, voilà. Donc, c'est intéressant de bouger un peu le curseur pour faire vieillir prématurément quelqu'un, voir un peu comment ça se passe, comment on peut le ralentir. Et après, on le ramène un peu à son âge réel. Je vais compléter un petit peu ce que dit Rémi en vous expliquant un petit peu les symptômes qu'on ressent quand on arrive dans cet environnement de microgravité. Alors, immédiatement, quand on arrive, je l'ai expliqué avec l'eau, il n'y a plus de gradient de pression hydrostatique. Vous imaginez l'eau dans votre système cardiovasculaire, ça se répartit de façon homogène, l'impression d'avoir la tête gorgée de sang. Donc tout un tas de symptômes cardiovasculaires qui disparaissent en 24 heures, mais les premières 24 heures sont un peu inconfortables. Ensuite, vous arrivez dans un environnement en 3 dimensions. Alors votre cerveau, il n'a pas trop l'habitude de travailler en 3 dimensions. En général, il se fie bien à la référence de verticale, la référence d'horizontale. Donc sur le plan cognitif, il nous faut un petit peu de temps d'adaptation pour nous sentir à l'aise dans un environnement en 3D. De même pour les mouvements. Bien évidemment, vous ne faites pas les mêmes mouvements. Vous avez vu qu'on ne marche pas avec les pieds par terre, qu'on se déplace avec impulsion-réaction. Quand on lance une balle, hop, elle ne va pas retomber en parabole. Donc le contrôle moteur est différent. Donc j'ai déjà dit 3 types de symptômes, cardiovasculaires, sensorimoteur et cognitifs. Puis ensuite, quand on est en microgravité, comme on le disait tout à l'heure, avec le corps relaxé, les muscles relaxés, bien évidemment, on va perdre du muscle, puisqu'on n'utilise pas son système musculaire de la même façon. Et le fait de ne pas utiliser son système musculaire va faire qu'on ne va pas donner des stimulations mécaniques sur nos os. Donc on va déminéraliser, atrophier, perdre de la masse osseuse. Et puis on est dans un environnement qui est quand même très très épuré, recyclé, hein, Dieu merci. Donc les stimulations immunitaires, ce n'est pas les mêmes que celles qu'on a au sol quand on rencontre tel ou tel virus ou tel microbe. Donc si je reprends tous ces symptômes, le cardiovasculaire, le cognitif, le sensorimoteur, le musculaire, l'osseux et l'immunitaire, c'est typiquement les phénomènes du aging. Aging, c'est le vieillissement. Donc c'est vrai pour nous médecins, c'est un sujet de recherche absolument fantastique. On a un vieillissement
accéléré en quelques semaines, quelques mois. Et comme l'a très bien dit Rémi, quand on revient au sol, c'est réversible. Donc voilà, un vieillissement réversible. Moi qui suis bien silver, ça m'intéresse beaucoup qu'on essaie de trouver les mécanismes. Faut qu'on te renvoie là-haut. Alors les deux astronautes... Pardon, oui, non, justement, j'allais dire un petit peu pour si vous vous demandez qui sont ces deux astronautes-là, c'est quand même assez rare d'avoir deux frères jumeaux américains qui ont été recrutés il y a un petit moment. Et l'un des deux, alors je ne sais plus si c'est Mark ou Scott, qui est resté 1 an dans l'espace. Et ils ont fait c'est Mark est resté 1 an. Et donc, ils ont tenté de faire une étude de comparaison entre deux jumeaux, enfin celui qui est resté 1 an en consécutif et celui qui est resté au sol. On ne va pas rentrer dans les détails, il y a des petites choses sur les chromosomes là, qui ont un petit peu bougé. Après, ça a été fait sur un sujet, ou 2 sujets, c'est difficile d'en faire une conclusion. Non, mais c'était intéressant parce que c'était des vrais jumeaux, donc avec le même matériel génétique. Donc c'était intéressant de se dire, on va essayer de comparer celui qui est resté au sol et celui qui a volé 6 mois. Bon, il y a des petites choses, mais effectivement, quand on fait des expériences scientifiques, quand on n'a que 2 sujets, 2 points de mesure pour des expériences scientifiques, c'est un peu difficile d'en tirer des conclusions générales. Alors en fait, c'est Scott qui a passé 1 an dans l'espace. Donc Scott, c'est l'astronaute à droite, vous avez vu, il a même perdu la moustache. Ouais. Allez, affirmation suivante. Volontairement provocatrice celle-ci, envoyer des humains dans l'espace ne sert à rien. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? Ah ben c'est rassurant, c'est rassurant pour nous, agence spatiale. Il y en a 1 ou 2 qui hésitent, ils font tourner la carte comme ça, ils ne savent pas trop. Allez, alors vous êtes unanime sur le faux ou presque. Voilà, c'est faux. Donc, oui, encore heureux, merci. Alors, j'espère que ce n'est pas par politesse pour Claudie et moi. Non, effectivement, on a un vrai intérêt. Déjà, parce que comme on l'a dit, c'est un sujet d'étude. Donc, rien qu'en soi, aller observer le vieillissement, les moyens de ce qu'on appelle de contre-mesure, c'est quand même très très intéressant comme moyen scientifique de pouvoir étudier la physiologie humaine dans l'espace. Et pour toutes les autres tâches, il ne faut pas voir parce que la question, le sous-entendu derrière la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux envoyer des missions robotiques ou des missions humaines. Nous, on ne voit pas ça dans le milieu comme des choses contradictoires, mais au contraire complémentaires. On a quand même besoin, jusqu'à nouvel ordre d'être humain, et notamment les astronautes sont quand même des êtres assez intelligents, et donc en termes de finesse d'analyse, nous, dans le centre de contrôle, on a l'habitude de dire que c'est nos mains et nos cerveaux pour faire nos expériences, et c'est vraiment très précieux. On a aussi un retour d'expérience, ça marche bien, ça marche moins bien. Pour les missions plus lointaines, ça nous permet justement, avant de prendre des risques pour les êtres humains, de déjà faire un peu des pionniers, notamment sur Mars, on parlera des radiations peut-être tout à l'heure. Donc ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas encore faire, mais les scientifiques nous disent ça aurait été bien si on avait eu quand même quelqu'un sur place pour plutôt choisir telle ou telle pierre à analyser, si on pouvait un peu mieux estimer les distances, etc. Alors effectivement, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, on fait beaucoup de progrès. Est-ce que dans 50 ans, on sera en mesure de dire c'est vraiment mieux d'eux? Je ne sais pas dire. Moi, j'y crois quand même, parce que je crois quand même déjà en l'humain, et qu'il y aura une plus-value vraiment je pense que Claudie peut compléter, c'est important. Oui, alors, si je complète ce que dit Rémi, vous avez peut-être constaté que les profils des astronautes sont très différents de ceux de la génération Apollo. C'était des pilotes militaires, pilotes de chasse, pilotes d'essai, qui avaient surtout des interactions avec les systèmes de navigation et de pilotage. Aujourd'hui, si vous regardez, il y a des astrophysiciens, des ingénieurs des sciences des matériaux, des médecins, des chercheurs dans des domaines de biologie très sophistiqués. Des médecins. Des médecins, bien évidemment, médecins et chercheurs. Et moi, j'ai beaucoup apprécié d'être en interaction avec les scientifiques qui développent les manips, parce qu'on est vraiment à la fois des opérateurs et éventuellement, on va tuner quelque chose, faire une remarque qui fait que ce qu'on pense au sol, ça ne se passe pas tout à fait comme ça quand on est en microgravité. On a parfois des surprises. On part en se disant, je vais voir arriver telle ou telle chose. Et moi, je suis arrivé à bord sur des physiques des manips de plasma, par exemple. Wow, ce n'était pas du tout ce qu'avaient dit les scientifiques que je découvrais sur l'écran. Je me suis dit, en premier lieu, c'est moi qui ai mal fait la manip. Mais après, j'ai tout vérifié, je n'avais pas du tout mal fait la manip.
Simplement, c'était quelque chose auquel les scientifiques n'avaient pas pensé. Donc, ça permet de rajouter de l'excellence dans la démarche scientifique. Pour faire ces manips-là, il faut développer des instrumentations, des petits appareillages très sophistiqués. Et le CNES, c'est ça, on fait des choses, des petits bijoux de technologie fiables, miniaturisés, qui retransmettent des données. Moi qui suis médecin, vous entendez beaucoup parler de télémédecine. Vous imaginez ce que ça apporte de se dire que tout ce qu'on a développé dans l'espace, on le met au service aujourd'hui des déserts médicaux et des consultations de télémédecine. Et Rémi l'a bien dit, on est aussi un peu des ingénieurs d'essai. J'ai eu 15 ans de carrière d'astronaute. J'ai passé beaucoup de temps en entraînement, pas assez de temps en mission. J'aurais voulu qu'elle soit plus longue. Mais le reste du temps, j'étais l'ingénieur d'essai qui travaillait avec Aérospatiale, Matra à l'époque. Je suis une astronaute du siècle dernier, pour les aider à améliorer les interfaces, l'ergonomie des expériences, pour qu'on puisse être encore plus performant. Alors c'est vrai que l'arrivée de l'intelligence artificielle, on en a super besoin quand même, et d'une robotique très pointue. Quand on imagine des missions lunaires, des missions martiennes, il va falloir que l'équipage soit beaucoup plus autonome. Dans une station spatiale, on est en lien pratiquement permanent avec le centre de contrôle, avec le CADMOS, avec tous ceux qui nous remontent des conseils ou qui nous aident à bien maniper. Mais à un moment donné, quand on va être éloigné, avec des délais de communication, des manips qui vont tourner longtemps, eh bien, l'intelligence artificielle va compléter l'intelligence naturelle pour qu'on soit encore plus performant. Allez, affirmation suivante. Pendant leur mission, les astronautes prennent conscience de la fragilité de la Terre. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux? Vrai, donc elle a une grande majorité, voire même que du vert. Que du vert. Voilà, il reste un rouge là-bas. Ah ouais, il y a un rouge, deux rouges peut-être, un seul. C'est deux daltoniens peut-être. La réponse est vraie. Alors ça, c'est des explications, évidemment. C'est sûr que quand on est en orbite autour de la Terre, donc à 400 km, on ne voit pas la Terre entière depuis l'espace, mais regardez bien, elle est ronde, en tout cas elle est sphérique, vous voyez bien l'image, on voit très bien la rotondité de la Terre, et on perçoit vraiment cette si petite couche d'atmosphère qui est la protection qui permet l'apparition de la vie et le développement de la vie sur Terre, la vie humaine et puis la biodiversité de toute nature. En dehors de ça, vous le voyez, c'est le cosmos, noir, infini, mystérieux. Et donc, cette Terre, elle est fragile parce qu'elle a une toute petite couche de protection. Et en plus, on ne le voit pas trop sur ces images-là, mais depuis l'espace, on se rend bien compte on voit des cyclones très intenses et beaucoup plus importants aujourd'hui qu'il y a quelques années. On voit les méga-feux. Il n'y en avait pas en 2001 quand j'ai volé, les méga-feux. Et aujourd'hui, les astronautes, à chaque vol, ils constatent des étendues d'incendies absolument considérables. On voit les éruptions volcaniques. Tout ça pour dire qu'il y a des forces de la nature, au-delà de l'impact environnemental de nos activités humaines, environnementales, industrielles, qu'on devrait mieux contrôler, bien évidemment. Il y a aussi ces forces de la nature qui viennent attaquer cette planète qui est donc magnifique, ça je peux vous dire, mais très fragile et très vulnérable. Alors on le raconte avec nos mots, on n'a pas tous les mêmes mots parce que c'est un spectacle tellement extraterrestre qu'on ne trouve pas toujours le vocabulaire qui va bien pour le raconter. Et puis tout ça, bien évidemment, est complété et alimenté par toutes les données que nous transmettent tous ces satellites d'observation de la Terre qui nous permettent de quantifier les modifications de l'atmosphère, de la cryosphère, de la lithosphère, enfin vraiment de bien connaître le climat et la préservation de notre planète. Alors je fais un tout petit ajout, je suis toujours très longue, je veux pas... non seulement il faut qu'on continue à protéger notre environnement atmosphérique, bien évidemment, dont on voit la fragilité, mais il faut qu'on soit de plus en plus vigilant à protéger notre environnement extra-atmosphérique. Vous avez entendu parler des méga-constellations, de potentiels débris spatiaux qui pourraient se collisionner et provoquer des... Donc il faut qu'on soit très vigilant aujourd'hui à protéger cet environnement aussi extra-atmosphérique pour continuer le chemin de l'exploration dans le système solaire. Évidemment, Claudie. Allez, on continue. Dans le vide spatial, tout est silencieux et sans odeur. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou faux?
Dans le vide spatial, tout est silencieux et sans odeur. Et la réponse, c'est vrai. Rémi, quelques éléments d'explication. Oui, alors effectivement, la question, c'est sur le vide spatial. Je pense que Claudie aura sûrement envie de compléter sur l'intérieur d'une station spatiale. C'est pas tout à fait sans odeur, ni sans bruit. Alors dans le vide spatial, oui, parce que pour le son, le son a besoin de matière pour se propager, pour propager ses ondes. Donc s'il n'y a rien pour propager, effectivement, vous avez beau crier à l'aide, on ne vous entendra pas. Pour les odeurs, c'est à peu près pareil. Hein, vraiment, alors déjà, on sort pas. C'est théorique ce qu'on vous dit, parce qu'évidemment, on sort pas sans casque pour aller respirer, voir s'il y a de la bonne odeur. Mais sans matière et pas d'odeur. Par contre, au niveau des étoiles, si on faisait sentir un nez humain près de différentes étoiles, etc., en fonction de sa composition, évidemment, on sentirait quelque chose pour peu qu'il y ait un peu une atmosphère autour. Voilà. Et ça reste du théorique. Alors, je vais rentrer dans la station spatiale, voilà. Où on n'est pas dans le vide, Dieu merci. Mais dans le vide spatial, il y a eu des très beaux bouquins qui ont été écrits sur les symphonies des étoiles. Parce que là, Rémi, tu parles de ce qu'on entend. Exactement, je parle du sonore. Range d'audition habituelle. Mais dans d'autres domaines de fréquences, il va y avoir des bruits, des résonances, et donc il y a des très belles descriptions. Oui, parce que comme les étoiles scintillent, la lumière, c'est des ondes aussi, les ondes lumineuses. Et donc avec les gammes de fréquences, il y avait eu sur le satellite Corot, juste ici d'ailleurs au musée de l'air et de l'espace, du Bourget, on pouvait écouter la musique des étoiles en fonction de leur fréquence, de leur pulsation. C'était assez intéressant. Donc il y a un petit peu pour l'odeur, personne ne nous a encore transmis les informations. Alors dans la station spatiale où effectivement on reconstitue une atmosphère qui nous permet de vivre sans scaphandre protecteur, alors il y a du bruit, oui, il y a du bruit, il y a même pas mal de bruit, mais tant mieux, parce que s'il n'y avait pas de bruit, ça voudrait dire que tous les systèmes qui permettent de ventiler l'oxygène qui est produit à un endroit donné. Mais après, il faut le répartir dans le volume de la station, qui permet d'absorber ce gaz carbonique, de récupérer l'eau. Vous savez qu'on recycle pratiquement 98% de l'eau à l'intérieur de la station spatiale. Donc il y a une technique très, très sophistiquée qui fait bien évidemment un petit peu de bruit. Mais si d'un seul coup il n'y avait plus de bruit dans la station, je crois que là, on serait tous en état d'alerte. Après les odeurs, je dirais, bon, moi j'ai vécu dans 2 stations spatiales, la station Mir, qui était quand même déjà un vieux bateau qui avait été visité par de nombreux navigateurs, donc qui était un petit peu en bout de vie, donc parfois tout n'était pas recyclé au 100%, donc il pouvait y avoir des petites odeurs. La station spatiale, j'y suis allé en 2001, et c'était le début de la construction de la station spatiale. Donc les modules étaient impeccables, il n'y avait rien d'accroché sur les parois, c'était tout beau, c'était tout propre. Et là j'ai pas d'idée d'odeur. Mais alors, on emmène quand même parfois un petit peu des petits plats préparés par des chefs de chacun des pays. Par exemple, chacun des astronautes européens a emmené des petits plats pour les moments de convivialité à partager avec son équipage un samedi soir. Et là, c'est vrai qu'on aime bien que ça sente un petit peu. Et je dirais qu'on reste des terriens, vraiment des terriens quand même quand on apprécie tellement ces voyages dans l'espace. On a besoin de ces odeurs de la Terre. Un équipage russe, à mon époque, quand on arrivait avec un vaisseau Soyouz, on a amené avec nous des fruits, des légumes, les petits bâtons, les vénikis, là, quand on se faisait des saunas au sol, donc des odeurs du sol. Et la première chose que faisaient nos amis qui étaient depuis 6 mois dans la station, c'était de porter à leur nez ces odeurs de la Terre. Et moi, j'ai un souvenir fort, l'atterrissage de la capsule dans les steppes du Kazakhstan, l'ouverture de l'écoutille et l'odeur de la Terre. Et donc, on reste quand même très, très empreint des bruits, les bruits de la pluie, les bruits des oiseaux, on emmène des choses comme ça, des odeurs. Les couleurs, on en a quand même pas mal de démonstrations dans l'espace. Quelle expérience. Allez, on enchaîne. Il y a plus d'hommes que de femmes astronautes dans le monde. Et ça va intéresser Claudie aussi. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux? Il y a plus d'hommes que de femmes astronautes dans le monde.
Eh bien, c'est 3, 2, 1. C'est vrai. Voilà, il y a plus d'hommes que de femmes astronautes, Claudie, hein, dans le monde. Oui, alors j'ai peut-être pas les tout derniers chiffres, mais je crois qu'il y avait à peu près 75 femmes sur un total de 600 il n'y a pas de nombre total d'astronautes. Et ça, c'est le nombre de femmes uniquement. Ouais. Le nombre d'astronautes au total, c'est 700 à peu près. Ouais, non, peut-être pas encore 700, mais on a dépassé les 70 en femmes. Donc oui. On est passé un petit peu au-delà des 10%. Mais ça bouge un petit peu. Ça, c'était l'alimentation par les générations plus anciennes, comme la mienne. Moi, il y avait 10% de candidatures féminines. J'étais la première femme française. On attend tous le vol de Sophie Hadot. C'est ce que j'allais dire, parce que France est marqué à 1, ça va bientôt passer à 2. Ça va bientôt passer à 2. Hein, oui. Au mois de février, il y a ceux qui veulent. Voilà. Le 1, c'est Claudie qui est ici présente. Le 1, c'est moi pour la France, ouais. Et puis j'ai été la première européenne aussi à aller dans la Station spatiale internationale. La dernière sélection de l'Agence spatiale européenne, il y a eu 24% de candidates, donc c'est mieux, hein, on passe 10%, 14%, 24%. Et sur les 17 candidats retenus, eh bien, il y a 8 femmes. C'est-à-dire qu'on est presque à 50%. C'est des filles avec des CV absolument extraordinaires. Elles sont toutes magnifiques et très talentueuses. Donc dans la nouvelle génération, il y en a plus, mais elles n'ont pas encore volé. Et bon, petit à petit, on va voir augmenter. Et comme tu disais tout à l'heure, ce qui est certain, c'est que ça n'est pas un métier d'homme. Alors ça l'était sûrement au début parce que c'était des pilotes de chasse, donc déjà dans les militaires, c'était très masculin. Mais comme on envoie des médecins, des chercheurs, etc., il n'y a aucune raison que les hommes soient plus qualifiés que les femmes. Donc il faut encourager les jeunes générations à faire ces carrières-là, à postuler. Et naturellement, on devrait arriver vers une parité. Oui, quand on arrive à 8 sur 17, bon, ben, ça veut dire que chacun a ses chances, que la porte n'est pas fermée, que voilà, si vous êtes... faut être motivé, hein, parce que c'est un engagement de devenir un astronaute. Hein. On va laisser un petit peu derrière soi tout ce qu'on a fait avant pour se lancer dans une nouvelle vie, mais bon, tellement fantastique dans ce qu'on découvre. Mais voilà, c'est bien une preuve qu'effectivement, aujourd'hui, c'est ouvert. Alors, dans le métier du spatial, il n'y a pas que l'astronaute, hein, c'est la cerise sur le gâteau, bien évidemment. Mais il y a tellement de métiers fantastiques, de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens, d'opérateurs, de contrôleurs, d'architectes, de juristes, de logisticiens, d'énergéticiens. Vous ne pouvez pas imaginer ce dont on a besoin aujourd'hui. Et vous le savez tous, et les jeunes en particulier, quand on maîtrise un petit peu quelques concepts de science, quand on sait fabriquer des choses avec ses mains, dans l'ingénierie, l'essence de l'ingénieur, on est quand même bien mieux armé pour être des bâtisseurs du futur. Donc moi, ce que je dis toujours aux jeunes, allez-y, les métiers de la science et de l'ingénierie, c'est du bonheur. Il se passe tellement de choses aujourd'hui qu'on a vraiment besoin de tous les talents. Alors, filles et garçons, hein, je dis ça pour tout le monde. Et les filles, il n'y a pas de métier qui soit réservé aux hommes, je confirme. Alors, allez-y, lancez-vous là-dedans, c'est vraiment passionnant. Eh bien voilà, c'était la dernière affirmation de cette conférence Mythe ou Réalité sur les astronautes et le vol habité. Vous avez très bien répondu hein, dans l'ensemble. Merci. Vous pouvez vous applaudir. Ils savaient déjà tout. Merci Rémi et Claudie pour vos explications passionnantes. Donc on arrive au terme de cette conférence sur les astronautes. Parmi les choses à retenir quand même, hein, j'ai noté les astronautes flottent dans l'espace car ils sont en chute libre autour de la Terre, c'est bien ça Rémi, quand ils sont dans l'ISS. Mais la force gravitationnelle de la Terre est toujours là, hein, donc la gravité ne diminue pas, c'est la pesanteur qui diminue, la sensation de poids. Les astronautes vieillissent plus vite dans l'ISS que sur Terre. Bon, après, il faut rentrer dans le détail hein, pour... Voilà. Mais irréversible. Vieillissement réversible. Voilà, c'est réversible. Envoyer des astronautes dans l'espace est très utile car les humains sont plus adaptables et plus efficaces que les robots. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir joué le jeu, c'était très sympa. Merci à vous deux, Claudie Aigneret et Rémi Canton, pour vos explications passionnantes. Merci à toi et à Claudie, c'est toujours un plaisir et un honneur. Moi, je rajoute quelque chose. Vous me paraissez quand même assez intéressé. Et voilà, vous aimez qu'on vous raconte un petit peu des choses sur ces missions spatiales, ces vols habités, la suite de l'exploration. On va bientôt vous parler des nouvelles missions de la Lune, de Mars. Si
parlez-en autour de vous et dites à quel point ça vous paraît important. Il y a plein d'autres choses que vous allez découvrir ici. La science de la Terre, on l'a dit, tout ce qui est la navigation, les téléccommunications, la propulsion dans l'espace. Il y a plein de domaines, je le disais, d'ingénierie. Mais parlez-en, on a besoin de votre soutien, voilà, pour qu'on puisse être ambitieux, qu'on puisse développer. La France et l'Europe sont pleins de talents, mais vous avez compris qu'il y a aussi une course aujourd'hui avec les États-Unis et la Chine, qui a vraiment des propositions très très importantes. Donc on a besoin un peu que l'Europe se réveille, je dirais, pour qu'elle soit à la hauteur de ce que méritent ses talents. Et j'emploie le mot Europe parce que CNES, ma première mission, c'était avec le drapeau français, et la deuxième mission, drapeau français, drapeau européen, puisque j'avais rejoint l'Agence spatiale européenne, et on travaille main dans la main. Donc voilà, merci à vous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à parcourir les allées du Paris Space Hub et à visiter le stand d'exposition du CNES, votre agence spatiale, l'Agence spatiale française. Merci pour votre participation. On va vous demander juste de laisser les petits cartons vrai-faux sur votre siège pour éviter qu'ils se retrouvent par terre dans le salon après. Merci beaucoup. À très bientôt. Très belle journée.